Merci à. Alors c'est le statut du praticien hospitalier français vu par un Belge, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, le professeur Bochet et mon ami Paul Nollet m'ont invité pour donner l'avis de l'extérieur sur tout à fait subjectif. Donc il y a plein de bêtises, il y a plein de choses que je ne connaissais pas en début d'après-midi et que maintenant j'ai découvert. Je devais donner mon avis de l'extérieur, donner quelques informations sur le statut de praticien que j'ai en Belgique. Puisque j'ai une fille qui est interne dans un hôpital belge, Paul m'a demandé, est-ce que tu penses que le statut de PH français pourrait l'intéresser? Et si ça ne peut pas l'intéresser, pourquoi? Alors, voilà. Vu de Belgique, le pouvoir français est un pouvoir fort et un pouvoir centralisateur. Fort, ça veut dire qu'il est capable d'imposer ce qu'il a décidé. Centralisateur, c'est-à-dire qu'il le fait à partir du centre vers l'extérieur. Et nous, en Belgique, on a 7 ministres de la Santé, 3 niveaux de pouvoir. On parle de territoire de santé, de bassin de soins depuis 15 ans, mais on n'est pas capable d'imposer grand-chose, alors qu'ici, on est arrivé à gérer les maladies rares et orphelines ou certaines chirurgies très compliquées dans des centres spécifiques et interdire l'exercice de cette médecine dans les centres périphériques. Donc, ça a permis à ces centres agréés d'avoir une énorme expérience et de faire une médecine de qualité et donc de leur donner une énorme expertise. Pouvoir fort, pouvoir centralisateur et énorme expertise, plus le fait que les enseignants français sont presque systématiquement des fonctionnaires publics, permettent également l'organisation d'un système d'enseignement de 3e cycle exceptionnel. Moi, comme radiologue généraliste en Belgique, j'ai plutôt abandonné les congrès classiques et j'essaye régulièrement de faire un DIU français. Et demain, je vais à un DIU à Georges Pompidou. Je suis toujours étonné de voir qu'il suffit que la Société française d'imagerie ORL claque des doigts et un spécialiste monte de Bordeaux, donner 1h30 de cours, suivi d'un autre de Nantes et d'un troisième de Strasbourg. Ça donne un niveau d'enseignement extraordinaire. Mais à l'autre côté de la lorgnette, il y a les centres hospitaliers non universitaires, régionaux, locaux. Et là, notre ressenti en Belgique est que ça se passe moins bien. Je suis en retard. J'ai lu l'enquête de votre association et ça correspond à ce que je pensais, que les médecins, les praticiens hospitaliers ne sont pas réellement contents de leur salaire et de leur retraite, que comme en Belgique, on a parfois des hôpitaux qui ont été alourdis par une politicarte et des engagements de personnel difficiles à mettre dehors quand on remarque qu'ils ne sont pas compétents. On entend parler d'une fuite vers le privé, mais je viens d'apprendre que ce n'était pas vrai. On me dit que certains centres sont désertés. Il y a du vrai dans certains endroits, puisqu'on engage dans toutes les spécialités. La règle des 35 heures pose problème, et il y a une impression subjective extérieure de lenteur du système. Alors, moi, je travaille dans un hôpital à Namur, et c'est un hôpital qui appartient à une mutuelle dont le but est la sécurité tarifaire. Donc, on n'a pas de liberté de supplément, c'est comme ça. Je suis indépendant, et tous les médecins de mon hôpital sont indépendants, mais indépendants avec un contrat jusqu'à 65 ans, et avec, pour la grosse majorité des hospitaliers de mon hôpital, un temps plein 8/10, avec la possibilité et même une stimulation à réaliser un 2/10 en dehors de l'hôpital. C'est bon pour l'hôpital, ça draine une autre patientèle. Et donc, les médecins sont indépendants. L'honoraire médical appartient aux médecins, mais pas aux médecins qui réalisent la prestation. On ne parle pas de pôle comme vous, on parle de pool d'honoraires. Et donc, les 45 internistes ont un paquet d'honoraires global qui est réparti de manière presque égale
entre les différents médecins. Il y a une progression financière pendant 5 ans, et puis c'est quasi la même chose pour tout le monde jusqu'à la fin, avec il y a 5% d'ancienneté, c'est minime. Alors, en Belgique, comme dans mon hôpital, 90% des médecins spécialistes sont des médecins indépendants. Ah, pas de 90. Il n'y a réellement que dans les 5 universités belges et une ou l'autre institution para-universitaire que les médecins sont salariés. Alors, l'hôpital public non universitaire est géré par des ASBL communales, régionales, provinciales. Et à côté de ça, les hôpitaux non publics sont gérés par des ASBL confessionnelles, laïques, mais pas de structure à volonté financière, à volonté bénéficiaire. Il n'y a pas énormément de différence dans la pratique journalière entre à Namur, l'hôpital où je travaille, et l'hôpital public. Le type de drainage de population est assez similaire. On a 33% de personnes précarisées comme eux. Mais la seule différence, c'est que s'ils font des déficits, ces déficits sont partiellement couverts par l'organisme, la commune et la province dans le cas présent. Et c'est qu'ils ont une politique, ils gèrent moins réellement leur politique locale. Les médecins en général sont moins acteurs de la politique médicale de la structure quand c'est une structure publique, parce que l'élu local va arriver, la nouvelle majorité va prendre le pouvoir, va décider ceci ou ça. Alors l'hôpital a des ressources. Près de la moitié, c'est ce qu'on appelle le budget des moyens de financement, qui gère les infirmières, l'administratif, les urgences, les honoraires de permanence, et qui est attribué de manière prospective, chaque hôpital ayant un quota un peu différent du voisin. Le montant est corrigé après quelques années en fonction de l'activité. Il y a les médicaments qui sont forfaitarisés depuis quelques années, et les honoraires médicaux sont également, enfin, j'ai appris le terme aujourd'hui, T2A, les honoraires médicaux sont payés à l'acte, avec toutefois une modulation rétrospective, c'est-à-dire que en 2010, on fait toute une série d'actes, on reçoit une certaine enveloppe. En 2012, ils auront eu le temps de faire des statistiques nationales et de voir que tel hôpital fonctionne un petit peu mieux que la moyenne nationale et va recevoir, par exemple, ça peut être des critères de temps. Vous avez hospitalisé vos prothèses de hanche 5 jours et demi, la moyenne nationale c'est 6, ben vous êtes pénalisé et on va vous récupérer une partie de votre budget. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas encore réussi à définir qui va payer lorsqu'on doit rembourser. Parce que les honoraires sont partis vers les chirurgiens, les honoraires sont partis vers les radiologues, les honoraires... Et la faute au problème de gestion est toujours difficile à préciser. Donc actuellement, il reste un gros problème, c'est qui rembourse. La biologie clinique et l'imagerie médicale sont globalement assez bien forfaitarisées. Alors, les médecins spécialistes sont choisis par leur pairs, puisqu'on est 11 radiologues, on a décidé qu'il y a trop de travail pour 11 radiologues ou bien on voudrait prendre un peu plus de congés. On décide d'en engager un 12e, on discute, on interview, on choisit, on les présente alors au conseil médical de la clinique qui est constitué, nous, dans un hôpital de 120 médecins, il y a 11 membres qui sont le PH, monsieur tout le monde, ce n'est pas obligatoirement des chefs de service. La candidature doit être acceptée par notre conseil médical et puis elle est soumise au conseil d'administration. Le nouveau candidat reçoit un contrat, qui est un contrat jusqu'à 65 ans, qui est souvent associé à un monopole hospitalier. Il est en plein 8 dixièmes chez nous, il peut faire 2 dixièmes de privé
en consultation, mais il ne peut pas aller travailler dans un autre hôpital. Et après 3 ou 5 ans, se termine sa période probatoire, il est nommé définitivement. Et alors, très rares sont les médecins qui sont expulsés de l'hôpital. C'est des fautes graves. Alors, le conseil médical a quand même une action politique relativement importante dans l'hôpital, mais ça varie très fort d'un hôpital à l'autre. C'est beaucoup moins vrai dans l'hôpital public. C'est beaucoup plus vrai quand il s'agit d'une structure hospitalière petite dans un environnement concurrentiel, parce qu'alors, il faut que l'administration et le corps médical se serrent les coudes pour avancer. Et il y a des commissions paritaires, on participe aux investissements, on participe... Là, une révocation médicale est impossible sans avoir une majorité des 2/3 du corps médical. Donc c'est vraiment très difficile. Donc globalement, public versus privé, il n'y a pas de grosse différence de financement, il n'y a pas de grosse différence de statut juridique puisqu'ils sont indépendants des deux côtés. Il n'y a pas réellement de grosses différences d'accessibilité aux soins. On ne paye pas plus dans mon hôpital que dans l'hôpital public en face. La possibilité de choix reste la même des deux côtés. Et globalement, il n'y a pas de vitesse différente dans les deux structures. Alors, ça c'était la question subsidiaire. Quel médecin belge choisisse la France? Dans mon subjectif. J'ai un copain qui a quitté Bruxelles pour venir à Paris parce que parce qu'il voulait faire une étude très pointue en résonance magnétique hépatique et que ça ne lui était pas proposé à Bruxelles. Donc il continue à habiter à Namur, mais il travaille à Paris pour des raisons d'attrait intellectuel. Il y a pas mal de jeunes radiologues qui quittent la Belgique, qui font leurs études chez nous. Ils ont un diplôme qui a une bonne réputation en France et ils vont soit travailler dans le nord de la France en continuant à habiter à Namur, soit d'aller plus loin vers le sud. Et qui va dans le public? Il n'y en a pas beaucoup. On a probablement un mauvais son de cloche, une impression subjective comme la mienne, que le statut n'est pas... que le salaire n'est pas agréable. Enfin, quand je lis le compte-rendu de votre analyse, je vois qu'on n'est pas content de son salaire, de la retraite, mais qu'on est fier de ce qu'on fait et surtout qu'on valorise le travail en groupe. Mais le travail en groupe, dans mon hôpital comme il est structuré, il existe aussi. Donc actuellement, je ne pense pas que ma fille va aller en France. Il faudrait plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour les attirer? Ça, c'est des idées... vraiment d'outre-Quiévrain, hein. Une revalorisation financière globale. Peut-être, puisque nous, on travaille en pool et on travaille en groupe et on a une dynamique de groupe, peut-être que ça peut jouer. Donc, une valorisation spécifique par groupe en fonction de réalisation d'objectifs prédéfinis et préacceptés. Travailler ensemble à ce qu'on veut faire, discuter avec un groupe de praticiens, dites voilà, faites ça ensemble et on arrivera à plus. Peut-être des primes d'isolement pour les villes très éloignées. Et alors, je pense, augmenter l'implication médicale dans la gestion. Et ça, je crois qu'on en a parlé quelques fois ici. Voilà, ça c'est très subjectif, il y a plein d'erreurs. Mais c'est des petites informations du pays d'à côté où on n'a pas de leçons à vous donner. On n'a pas de gouvernement depuis 10 mois, aujourd'hui.